The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, Your Honors. Good morning. Président, le greffier. Bonjour, Monsieur le Président. C'est l'affaire IT 0588 et le procureur contre Vojinovic et consort. Merci. Sorry. Le Président. Bonjour à tous. Je vois que tous les accusés sont là. L'exposé, l'ordre demeure comme... des équipes sont représentées maintenant au complet. Monsieur Heinz, Maître Heinz est présent. Donc, Maître Fauveau, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Good morning. Le procureur, Bonjour. le président Karadzic a ordonné l'opération Krivaya directement au corps de Drina. Toutefois, le procureur allègue que l'état-major principal aurait été informé de cet ordre, ainsi que de l'ordre du corps de Drina du 2 juillet 1995. Sur la base de ces deux présomptions, le procureur déduit que le général Miletic connaissait l'ordre du président Karadzic et qu'il a reçu l'ordre du corps de Drina. Tout d'abord, il ne s'agit que de présomptions. Le colonel Lazic n'était pas certain comment l'état-major principal était informé de l'ordre du président Karadzic. En effet, il n'était pas certain si l'état-major principal en était informé. Dans la collection du corps de Drina, aucun télégramme informant l'état-major principal de cet ordre n'a été trouvé. Également, il n'y a pas de trace de la transmission de l'ordre du 2 juillet 1995. Par ailleurs, le général Miletic n'est pas l'état-major principal. Même si l'on suppose que ces informations étaient transmises à l'état-major principal, cela ne signifie pas automatiquement qu'elles étaient transmises au général Miletic. L'ordre du président Karadzic pouvait être rapporté directement au général Mladic. Il pouvait également l'être transmis par l'intermédiaire de l'officier de permanence. La charge de preuve repose sur le procureur. La connaissance des informations relatives aux activités militaires autour de Srebrenica, et notamment de l'ordre du 2 juillet 1995, est un fait important. Le procureur aurait dû prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que le général Miletic a reçu ces informations. Or, il ne l'a pas fait. Aucune preuve dans le dossier ne permet une telle conclusion. En effet, si ces informations étaient destinées au général Miletic, elles se seraient trouvées dans les rapports de l'état-major principal. Certes, ces rapports mentionnent la préparation des activités de combat, mais les informations semblables se trouvent dans de nombreux rapports précédents et du corps de Drina et de l'état-major principal, et notamment dans le rapport du 16 mai 1995, P28-92 et P28-96. Les rapports des 2, 3 et 4 juillet n'étaient pas rédigés sur la base de l'ordre pour les activités de combat ou sur la base de l'ordre du président Karadzic. Ils étaient rédigés sur la base des ordres reçus du corps de Drina, sur la base des rapports reçus du corps de Drina. Prenons pour exemple le rapport de l'état-major principal du 4 juillet 1995, P31-64. La phrase citée par le procureur dans la note de bas de page 41-50 relative à la clôture des enclaves est mot pour mot reprise du rapport du corps de Drina du 4 juillet 1995, 5D
1106. En plus, la clôture des enclaves n'était pas une tâche nouvelle du corps de Drina. C'était sa tâche permanente, ce qui ressort de tous les plans du travail du commandant du corps de Drina, comme l'attestent les pièces 5D 989 à 5D 995. Aucune connaissance particulière du général Miletich des actions dans lesquelles le corps de Drina allait s'engager le 6 juillet 1995 ne ressort des rapports rédigés par le général Miletich qui, en plus, le 7 juillet 1995, partait à Belgrade pour y passer quelques jours dans sa famille. Le procureur n'a offert aucune preuve que le général Miletich ait participé dans la prise de décision relative à la modification du plan initial et à l'entrée de la VRS dans la Srebrenica. En effet, comme je viens de dire, à l'époque, le général Miletich n'était même pas à l'état-major principal. Lors de l'audience du 2 septembre, le procureur a déclaré qu'il ne contestait pas l'alibi du général Miletich et a assumé, pour le besoin de ses arguments, que l'alibi était prouvé. La défense n'a pas d'obligation de prouver l'alibi. La défense est simplement tenue de présenter des preuves soulevant un doute raisonnable quant à la preuve rapportée par le procureur. Il appartient au procureur d'écarter l'hypothèse raisonnable que l'alibi est vrai ou de prouver les faits allégués malgré l'alibi soulevé par la défense. La décision d'entrer à Srebrenica a été prise le 9 juillet 1995. C'est la pièce P33. Aucune preuve n'existe que le général Miletich a eu connaissance de cette décision avant d'avoir appris que l'armée de la Republika Srpska est effectivement entrée à Srebrenica. Également, rien dans ce dossier n'indique que le général Miletich aurait pu savoir qu'une telle décision allait être prise ou qu'il aurait pu la prévoir. Or, il s'agit de la décision qui a changé le cours des événements qui allaient suivre. Le général Miletich l'ignorait complètement. Tout comme il ignorait l'ordre du 10 juillet 1995, la pièce P181, car tout simplement, il n'était même pas présent à l'état-major principal. Nous considérons que le général Miletich n'était pas membre d'une entreprise criminelle. Mais en plus, sans avoir connaissance de la décision du 9 juillet, il ne pouvait nullement prévoir la possibilité des actes tels comme des meurtres opportunistes. D'ailleurs, le procureur avait bien du mal à expliquer comment le général Miletich aurait pu prévoir ces meurtres et n'a donné aucune explication plausible. La Chambre d'appel a jugé dans une décision récente dans l'affaire Karadzic que la possibilité qu'un crime soit commis doit être suffisamment substantielle pour être prévisible à l'accusé. Sans savoir que l'armée de la Republika Srpska allait entrer à Srebrenica, le général Miletich n'avait aucun moyen de prévoir que la population de Srebrenica allait se réfugier à Potocari. Les conditions à Potocari, la séparation des hommes et leur détention subséquente à Bratunac, Kravica et Petkovci lui étaient complètement imprévisibles. En conséquence, il ne pouvait pas prévoir la possibilité des actes allégués dans le paragraphe 31 de l'acte d'accusation. L'allégation du procureur selon laquelle le général Miletich était au centre de la prise de décision dans la période qui a suivi la prise de Srebrenica est également complètement infondée et les preuves citées par le procureur ne la confirment pas. Je ne répéterai pas les arguments exposés concernant le document du 13 juillet 1995, P192, car nous les avons exposés dans notre mémoire, paragraphe 508-513.
En revanche, je voudrais dire quelques mots sur la participation alléguée du général Miletich ou de son organe dans la rédaction de l'ordre du 13 juillet 1995, P45. À l'appui de sa thèse, le procureur cite la déclaration de Nedelkot-Recoulia. La déclaration de Nedelkot-Recoulia était fondée exclusivement sur le fait que cet ordre porte le numéro 03/4. Le 11 septembre 2007, page 15, 183. Toutefois, Nedelkot-Recoulia a admis qu'en réalité, il ne savait pas qui a écrit cet ordre. Page 15, 215. Le document P45 porte le numéro 03/4, comme pratiquement tout ordre de l'état-major principal. En 1995 et jusqu'au 17 juillet 1995, le général Miletich était le seul officier en charge des affaires opérationnelles dans l'état-major principal, car Ljubomir Obradović était en congé de maladie. Tout simplement, le général Miletich ne pouvait pas, tout seul, rédiger tous les ordres issus par le général Mladic, le général Milovanovic et les assistants du commandant. L'ordre du 13 juillet 1995 porte le numéro 03/4-1629. Ce dernier numéro 1629 signifie que depuis le 1er janvier et jusqu'au 13 juillet 1995, 1629 ordres portant le numéro 03/4 ont été rédigés. En conséquence, en moyenne, 8 à 9 ordres sortaient chaque jour sous le numéro 03/4 de l'état-major principal. Même si l'on suppose que le général Miletich ne faisait rien d'autre, il ne pouvait pas écrire tout seul quotidiennement 8 à 9 ordres. Le procureur concède d'ailleurs que les officiers des autres organes étaient impliqués dans les affaires opérationnelles. Les officiers de permanence qui venaient des différents secteurs étaient certainement parfaitement capables de rédiger les ordres. Lorsqu'ils étaient de permanence, ces officiers, tout comme les officiers de permanence dans les unités subordonnées, les corps et les brigades, n'étaient pas subordonnés au chef de l'organe en charge des affaires opérationnelles, mais au commandant ou à celui qui remplaçait le commandant. C'est la pièce 7D 442. Par ailleurs, la défense du général Guerreau ne conteste pas que le général Guerreau donnait des ordres portant le numéro 03/4. Dans leur mémoire en clôture, page 94, note de bas de page 408, ainsi qu'à la page 209, paragraphe 297, la défense du général Guerreau a reconnu que le général Guerreau a donné l'ordre du 11 juillet 1995. C'est la pièce 6D 207. Cet ordre du 11 juillet 1995, 6D 207, porte, tout comme l'ordre du 13 juillet 1995, le numéro 03/4. Afin de prouver que le général Miletich a participé dans la rédaction d'un ordre, le procureur aurait dû présenter les preuves que le général Miletich l'a vraiment fait. Les preuves démontrent que le général Miletich n'était pas le seul officier qui a rédigé les ordres dans l'état-major principal et aucune preuve n'indique qu'il aurait participé dans la rédaction de l'ordre du 13 juillet 1995. La défense du général Miletich ne conteste pas que le secteur logistique de l'état-major principal pouvait être impliqué dans certains aspects logistiques des activités du corps de Drina. Cependant, le général Miletich n'y avait aucun rôle. Comme nous avons indiqué, le général Miletich n'est ni l'état-major principal, ni le commandant de celui-ci. Il n'a pas à connaître toutes les activités de l'état-major principal et il ne peut en tenir responsable.
Je voudrais seulement ajouter que les allégations du procureur, paragraphe 287 de leur mémoire, relatives à l'utilisation prétendue des aviobombes lors de l'opération Krivaya, sont infondées. En relation avec ces aviobombes, le procureur allègue aussi, dans la note de bas de page numéro 674, que le général Miletich était impliqué dans le transport de ces bombes. En citant le document 5D 976 et le témoignage de Dragisha Massal. Ni le témoignage de Dragisha Massal, ni le document 5D 976 n'ont aucun lien avec l'opération Krivaya. Et le document 5D 976, qui est en ordre du général Milovanovic du 30 mars 1995, et le témoignage de Dragisha Massal concernant l'opération Sprecha. Par ailleurs, Micho Gavric, chef de l'artillerie de la brigade de Bratunac, a déclaré que ces bombes, bien que prévues dans l'ordre de la brigade du Bratunac du 5 juillet 1995, n'ont jamais été utilisées. Tout comme il n'y a pas de preuve d'implication du général Miletich dans les affaires logistiques, le procureur n'a pas présenté la moindre preuve qui aurait impliqué le général Miletich dans la mobilisation des autocars. Les arguments de la défense concernant la conversation relative au carburant pour les autocars le 12 juillet 1995, c'est la pièce P1111, sont exposés dans notre mémoire, paragraphe 481-483. Il s'agit de la pièce P1111. Dans son interprétation de cette conversation, le procureur, en supposant que Miletich mentionné dans cette conversation est le général Miletich, ne s'intéresse ni à ce que le général Miletich a fait, ni à ce qu'il a dit. Il ne s'intéresse même pas à ce que le général Miletich savait. Il lui suffit que quelqu'un dont l'identité est inconnue l'a contacté. Si Miletich mentionné dans cette conversation est le général Miletich, cette conversation démontre exactement le contraire de ce que le procureur suggère. Elle démontre que le général Miletich n'a nullement participé dans ces événements, et même qu'il n'en avait pas de connaissance, car dans tout autre cas, il aurait dû réagir à la demande du carburant qui lui a été faite. Il ne l'a pas fait. En effet, il n'y a pas de preuve que le général Miletich a eu un rôle quelconque concernant les événements qui ont suivi la chute de Srebrenica, jusqu'à ce que la colonne musulmane ne pose une menace militaire sérieuse dans la zone de la brigade de Zvornik. Bien que nous considérions que les actes entrepris dans l'intention de combattre militairement la colonne n'entrent pas dans le cadre de l'acte d'accusation, je voudrais faire quelques remarques sur les conclusions du procureur qui sont infondées. Est-ce qu'on peut passer à huis clos, s'il vous plaît? Sure. Le président, huis clos pour un instant, s'il vous plaît. Nous sommes en audience publique, merci. Et le président. Supposons que cette conversation a eu lieu. Est-il vraiment important si elle a eu lieu le 14 ou le 15 juillet? Bien sûr que si. Toute l'argumentation du procureur est construite sur cette conversation qui aurait fourni au général Miletich, dans la soirée du 14 juillet 1995, les informations relatives à la colonne et à la situation à Zvornik. Or, si le général Miletich a jamais eu cette conversation, il ne l'a certainement pas eu le 14 juillet 1995. Nous avons présenté les arguments relatifs aux conversations liées au numéro 155, P1164, et à celles qu'un certain général Vilotich aurait eu, P1166. Dans notre mémoire, paragraphe
530-540. Personne dans cette affaire n'a identifié le général Vilotic. S'agissant du numéro 155, ce numéro peut être tout et n'importe quoi. Mais s'il s'agit du numéro de l'état-major principal, il fallait au moins établir qui était dans la salle d'opération dans la soirée du 14 juillet 1995, où il y avait toujours plusieurs officiers. L'officier de permanence y était certainement, et le témoin Sacha Jovanovic a confirmé que les assistants du commandant pouvaient s'y trouver. C'était le 6 juillet 2009, page 33, 949. La possibilité que le général Miletic réponde au numéro 155 n'est qu'une possibilité, et il y en a bien d'autres, tout aussi raisonnables et plausibles. Bien d'autres officiers pouvaient répondre au numéro 155, et la conclusion que c'était le général Miletic n'est certainement pas la seule conclusion raisonnable. La présentation de la conversation entre Malinic et Nastic du 14 juillet 1995, P1168, est également erronée. Conformément au procureur, Zoran Malinic aurait donné certaines instructions à Nastic après avoir parlé avec le général Miletic. Les mots attribués à Zoran Malinic par le procureur étaient en effet prononcés par Nastic. C'était bien Nastic qui donnait les instructions à Malinic. Même si l'on accepte la véracité de cette conversation, qui n'est pas confirmée par d'autres preuves, elle ne soutient pas la thèse du procureur. Nastic n'a pas parlé avec le général Miletic, et les instructions qu'il donnait et lesquelles le procureur attribue incorrectement à Malinic n'ont aucun lien avec le général Miletic. L'analyse correcte des événements et des conversations du 14 juillet 1995 démontre que ce 14 juillet 1995, le général Miletic n'a pas eu d'autres informations sur la situation dans la zone du corps de Drina que celles qui lui étaient transmises dans les rapports. Le rapport de l'état-major principal du 14 juillet 1995, P48, transmet littéralement les informations rapportées par le corps de Drina dans son rapport 4D84. Si le général Miletic avait d'autres informations, il les aurait incluses dans le rapport, tout comme il a fait le 16 juillet 1995, P50, lorsqu'il a obtenu des informations des sources différentes. Le général Miletic a informé la brigade de Zvornik de l'arrivée de la brigade du corps de Krajina. Ce document n'est pas un ordre, c'est une information, rédigée sur la base d'un accord avec le commandant du premier corps. Mais au-delà de ces remarques plutôt techniques, peut-on voir dans ce document un acte illégal, un acte inhabituel qui n'aurait pas dû être écrit? Non, ce document est un document militaire, écrit avec le seul et unique objectif de combattre les forces musulmanes. Et nous ne parlons pas seulement de la colonne partie de Srebrenica, nous parlons aussi des forces du deuxième corps qui ont attaqué la zone de la brigade de Zvornik sur le front nord-ouest. C'est la pièce 5D 303 et le témoignage d'Ostoya Stanisic le 17 mai 2007, page 11-713. L'envoi des renforcements à Zvornik le 15 juillet 1995 était un acte militairement justifié. Aucune autre conclusion ne peut en être déduite. Aucune intention criminelle ne peut être déduite de cet acte. Lorsque le général Miletic a transmis l'information relative à l'envoi de la brigade de Krajina à Zvornik, il n'avait aucune idée de ce qui s'est passé réellement à Zvornik et ne pouvait même pas imaginer que les membres de cette brigade pourraient ultérieurement être impliqués dans les actes criminels pour lesquels d'ailleurs
le général Miletich n'est pas accusé et qui lui était, à tout point de vue, inimaginable. Tous les actes qui peuvent être imputés au général Miletich ces 15, 16 et 17 juillet 1995 sont liés exclusivement à la menace militaire posée par les forces de l'armée de la Bosnie-Herzégovine, la colonne, mais aussi les forces du deuxième corps. Concernant les allégations du procureur, selon lesquelles le général Miletich aurait eu connaissance des meurtres en masse, ces allégations dépassent le cadre de l'acte d'accusation. Mais au-delà de ce fait, les conclusions du procureur sont des constructions invraisemblables sans aucune preuve. Les rapports que le général Miletich recevait à cette époque étaient approximatifs, ils étaient aussi contradictoires et aucun ne décrivait la situation proprement. Le général Miletich n'était pas sur le terrain, il n'était pas dans la zone de la brigade de Zvornik. Aucune information relative aux milliers de musulmans capturés et détenus ne lui est parvenue. Tout ce qui a été rapporté au général Miletich était la reddition d'un grand nombre de musulmans. Dans un combat, ce grand nombre peut signifier plusieurs dizaines de personnes. Ni le général Miletich, ni l'administration en charge des affaires opérationnelles et de l'éducation n'ont aucune compétence ou autorité concernant les prisonniers. Le général Miletich pouvait seulement inclure cette information dans le rapport rédigé par l'état-major principal, ce qui était son obligation et ce qu'il a fait. Il ne pouvait pas imaginer, même pas une seconde, quel était le sort de ces prisonniers. Encore une fois, le général Miletich n'est pas l'état-major principal. Il ne recevait pas tous les rapports adressés à l'état-major principal. Il recevait les rapports des combats. Les rapports relatifs aux renseignements auxquels le procureur se réfère dans le paragraphe 1702 n'étaient pas adressés au général Miletich. Le document P-149 n'a même pas été adressé à l'état-major principal. Les documents P-147 et P-148 étaient adressés à l'administration des renseignements. Aucune preuve ne confirme que le général Miletich les a jamais vus. Aucune preuve n'indique que le général Miletich aurait dû les voir. Tout comme il n'était pas impliqué dans les événements à Srebrenica, le général Miletich n'a pas participé aux événements à Žepa. Le général Mladic était à Žepa. Certains de ses assistants aussi. Il est évident que ceux qui étaient à Žepa connaissaient bien mieux la situation que le général Miletich qui n'y était pas. Toutes les connaissances du général Miletich provenaient des rapports qu'il recevait. S'agissant des rapports du 65e régiment de protection, soumis par voie de téléphone, ces rapports concernaient les activités du 65e régiment dans leur base, c'est-à-dire à Tsarnaïevka, où cette unité était en charge d'assurer la sécurité du quartier général de l'état-major principal. Ces rapports ne contenaient pas d'informations liées à Žepa. Celles-ci étaient incluses dans le rapport du corps de Drina, auquel une unité du 65e régiment était resubordonnée par un ordre du général Milovanovic du 21 mai 1995, 5D 12-14. Certes, lors de l'opération à Žepa, le général Miletich a reçu certaines demandes provenant du terrain. Mais ces documents n'apportent aucune preuve de la contribution du général Miletich aux événements à Žepa. Tout simplement, il n'y a pas de preuve que les demandes adressées au général Miletich ont jamais eu une suite. Aucune preuve n'existe que le général Tolimir
a reçu le matériel de communication demandé le 14 juillet. C'est P-183. Aucune preuve n'existe que la police militaire du 65e régiment, demandée par le général Krstić le 20 juillet, P-3015, est jamais allée à Jepa. Aucune preuve n'existe que les propositions du général Tolimir, envoyées le 21 juillet, P-2794, ont été réalisées. La défense a exposé les arguments relatifs à la conversation entre le général Mladic et le général Krstić dans son mémoire, paragraphes 568 et 572. Je voudrais seulement dire que la pièce P-3058, qui selon le procureur confirme le contenu de cette conversation, démontre que contrairement aux allégations du procureur et contrairement au contenu de la conversation, pendant toute la journée du 17 juillet 1995, les musulmans refusaient les conditions serbes. Certes, le général Mladic a refusé la réunion à l'aéroport, mais les négociations entre les Serbes et les musulmans, avec l'intermédiaire de la Force-Pronu, se sont poursuivies après ce refus et une réponse a été attendue le lendemain à 10 heures. Dans le contexte de la pièce P-3058, le contenu de la conversation P-1231 n'est pas logique. Ce 17 juillet 1995, le colonel Trekulia est revenu de Zvornik. Zvornik pouvait être bien la raison pour laquelle le général Krstić devait contacter le général Miletić. Zvornik, Jepa, et pourquoi pas l'unité du corps de Drina qui était sur le front de Sarajevo. Pourquoi pas les rapports que le général Miletić attendait depuis le mois de décembre et qui sont mentionnés dans la conversation P-2341. Jepa n'est certainement pas le seul objet possible de cette conversation. Aucune preuve ne corrobore la conversation entre le général Mladic et le général Krstić. Aucune preuve n'existe que le général Krstić a contacté le général Miletić. Et je rappelle la déclaration du témoin PW 147 qui a dit que parfois les événements qui suivaient une conversation étaient exactement à l'opposé de ce qui a été dit dans la conversation. En effet, après que le procureur a corrigé ses allégations relatives au colonel Miljanović et à la conversation du 24 juillet qui concernait Goražde, l'unique lien du général Miletić avec les événements à Jepa reste la pièce P-190, un rapport du colonel Karanović du 25 juillet. Contrairement aux allégations du procureur, il ne ressort pas de cette pièce que le général Miletić a parlé avec le colonel Ugonja. Concernant la conversation avec M. Bulajić, cette pièce ne permet pas d'en déduire si le général Miletić a parlé avec lui ou s'il a seulement été présent lors de cette conversation. La conversation avec M. Bulajić concerne les négociations menées par la Commission de la Republika Srpska relatives aux prisonniers de guerre avec les autorités musulmanes. De telles négociations ne sont pas inhabituelles. Elles auraient dû être utiles et constructives. Leur but n'était pas le déplacement de la population, mais la recherche d'une solution. La participation du général Miletić dans la conversation avec M. Bulajić ne signifie pas qu'il a contribué à l'entreprise criminelle commune, et encore moins qu'il a eu l'intention de le faire. Le général Smith est allé à Jepa. Il a participé aux négociations. Il y était bien plus impliqué que le général Miletić. Pourtant, personne n'a jamais songé de dire que le général Smith aurait participé dans le déplacement forcé. La seule différence entre le général Smith et le général Miletić est que le général Smith appartenait à la Force-Pronu et le général Miletić à l'armée de la Republika Srpska. L'appartenance à l'armée de la Republika Srpska n'est pas suffisante pour déduire l'intention criminelle du général Miletić. Or, rien, absolument rien ne prouve
que le général Miletic, tout au long de son service dans l'armée de la Republika Srpska, tout au long de la guerre, y compris en 1995, a agi avec une intention criminelle. Le général Miletic n'était pas à Srebrenica, il n'était pas à Jepa. Il n'avait pas d'informations précises sur ces événements et surtout, aucune influence. Le général Miletic savait que le général Smith allait à Jepa et que les organisations internationales y étaient. Comment pouvait-il supposer que les actes pouvant être qualifiés de criminels pouvaient s'y dérouler? Bien entendu, la seule présence des organisations internationales n'enlève pas le caractère criminel au déplacement de la population. Seulement, le général Miletic, qui n'y était pas et qui n'avait pas d'informations exactes sur ces événements, ne pouvait pas savoir que les actes criminels pourraient y être commis. Pour lui, la présence des organisations internationales était une garantie, une assurance que le droit de guerre est respecté. Tous les actes du général Miletic étaient parfaitement légitimes et accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Bien sûr, un acte légitime et accompli dans l'exercice de fonctions peut aussi contribuer à l'entreprise criminelle. Mais en tout état de cause, il faut prouver qu'il a été accompli dans l'intention criminelle. Or, les preuves présentées dans ce procès ne permettent pas l'attribution d'une telle intention au général Miletic. Les actes qui peuvent être attribués au général Miletic auraient été accomplis par n'importe quel officier qui se serait trouvé à la place du chef de l'administration, des affaires opérationnelles et de l'éducation de l'état-major principal. Tout officier en charge des affaires opérationnelles aurait fait exactement la même chose que le général Miletic. Et aucun officier des affaires opérationnelles n'aurait pu faire et n'aurait fait autrement. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, vous n'avez devant vous ni l'armée de la Republika Srpska, ni l'état-major principal. Vous n'avez pas à vous prononcer sur la fonction du chef de l'administration des affaires opérationnelles et de l'éducation. Vous devez vous prononcer sur la responsabilité du général Miletic. Le général Miletic est un officier qui, dans le cadre de ses fonctions, a participé dans la rédaction de la directive numéro 7. Mais il est aussi l'officier qui n'a pas transmis le texte définitif de la directive aux unités subordonnées. Le général Miletic se trouvait dans la situation de signer les notifications relatives au convoi lorsque le général Milovanovic n'était pas présent, sans avoir aucune influence sur les décisions prises et relatives. Il savait, en revanche, que les convois n'allaient pas passer s'il n'envoie pas de notification. Le général Miletic n'était pas la personne incontournable et indispensable dans l'état-major principal. Toute opération Krivaya se déroulait pendant qu'il était en permission. Le général Miletic ne participait pas dans la prise de décision et n'avait aucune influence sur le général Mladic. Il n'était même pas directement subordonné au général Mladic, mais au général Milovanovic. Ce procès a duré plus de 3 ans et plusieurs milliers de pièces étaient admises, mais aucune preuve d'une réunion entre le général Mladic et le général Miletic. Aucune preuve d'une suggestion, d'une proposition faite par le général Miletic au général Mladic. Aucune preuve d'un contact particulier entre le général Mladic et le général Miletic. Rien, à l'exception du discours du général Mladic, qui n'a pas mentionné le général Miletic parmi ses proches collaborateurs. Le général Miletic est un officier discret et décent, un officier qui n'a jamais exprimé, dans une conversation, une interview ou un discours, la moindre attitude négative envers les communautés ethniques. Le général Miletic était aussi un officier modéré que le général Mladic a envoyé pour la première fois
à la réunion avec la Fort-Pronu en septembre 1995, lorsque les rapports de force ont changé et lorsqu'il fallait faire preuve de modération et de coopération. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, les preuves présentées dans ce procès sont insuffisantes pour établir la responsabilité du général Miletich. Le procureur n'a pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que le général Miletich avait l'intention criminelle et en conséquence, le général Miletich doit être acquitté de toutes les charges. Je vous remercie. Merci, madame. Je vous remercie aussi pour le temps additionnel. Merci. De rien. Judge. Monsieur le juge Cohen, vous avez des questions? Monsieur le juge Stolé? None of us has... Nous n'avons pas de questions à vous poser, Maître Fauveau? À ce stade, du moins, de la procédure, il se peut que nous ayons des questions plus tard, une fois que nous aurons entendu toutes les défenses. Oui, Maître Gosnell, Monsieur le Président. Hier soir, j'ai eu l'occasion de relire le compte-rendu de l'audience d'hier. Et si vous me le permettez, j'aimerais apporter un complément à 3 seulement des questions que je vous ai données. Ça ne prendra pas plus de 6 ou 7 minutes. Si j'ai bien compris, je pense que nous avions encore une demi-heure dans le temps qui nous avons été réservé. Le Président, allez-y. Réponse. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer par la question posée par Madame le juge Prost. Excusez-moi, je n'ai pas ici le numéro exact de la page, mais Madame le juge Prost dit ceci. Supposons qu'une conclusion est tirée selon laquelle au moins 2 membres de l'unité de M. Borovtchanin assuraient la garde. Simplement pour présenter une hypothèse. Et puis, il y a une question sur les retombées juridiques de la décision Mrkšić. À ce stade, j'aurais dû d'abord vous présenter les faits. Que sont-ils? Au moment où M. Borovtchanin arrive sur cette route, un des 2 hommes est mort et l'autre est parti. Ce qui veut dire que s'agissant tout du moins de ces 2 personnes, on ne peut pas attribuer la garde à M. Borovtchanin parce qu'un de ces hommes est mort et l'autre est parti, n'est plus sur place. Ça, c'est la première chose. Mais ceci, en fait, entraîne une autre question et je pense que elle était en rapport avec la question, du moins au fond, posée par Madame le juge Prost. Le président avait en effet demandé ceci, je le cite. Pourquoi est-ce qu'il y aurait 2 hommes et personne d'autre faisant partie des forces spéciales? À cet égard, permettez-moi de présenter 2 arguments. Tout d'abord, je vous rappelle le paragraphe ou les paragraphes 190 à 192 de notre mémoire où nous vous présentons les arguments étayant ma réponse d'hier de façon plus détaillée. Mais ce qui est bien plus important, même si un doute demeure dans votre esprit, même si vous vous demandez encore pourquoi ces 2 hommes se trouvaient dans l'entrepôt, et ce que nous faisons respectueusement valoir, c'est que s'il y a un doute, il doit bénéficier à l'accusé. Mais même si vous deviez prendre une décision contraire à cela, il y a des preuves écrasantes que vous devrez examiner. Il n'y a pas simplement l'absence d'un pourquoi, d'une raison à leur présenter, lorsque vous allez vous demander si c'est là une déduction sûre. Nous avons d'ailleurs consacré une grande partie de notre mémoire précisément à la question de ce contexte plus général, de façon à vous permettre de voir si le reste de l'unité, si on peut conclure ou déduire que le reste de l'unité se trouvait là simplement parce qu'il y avait 2 membres de l'unité à l'entrepôt. Et
Ceci est résumé dans les points présentés au paragraphe 369. Je vous rappelle ce paragraphe parce que je pense qu'il résume bien les éléments de preuve qui précèdent le dit paragraphe. J'aimerais aussi répondre à la troisième question, celle posée par Monsieur le juge Stolé. Je ne pense pas y avoir bien répondu. En tout cas, c'est ce que je me suis dit après avoir relu le compte-rendu d'audience. Sa question portait sur une phrase que l'on trouve au milieu du paragraphe 330 de notre mémoire en clôture. La voici. Borovchanin n'avait pas d'obligation de supérieur hiérarchique de s'enquérir de quelque façon que ce soit sur ce qui se passait, de ce qui se passait à l'entrepôt, à moins que ces hommes ne s'y soient trouvés. Fin de citation. Est-ce que je peux éclairer cette phrase? L'article 7.3 du statut exige d'un commandant que ses propres subordonnés ne commettent pas de crime. Ça n'entraîne pas l'obligation générale de chercher à savoir s'il y a éventuellement des hommes qui ne sont pas les subordonnés du commandant, du supérieur hiérarchique, qui commettraient des crimes. Borovchanin a cherché à savoir si ces hommes à lui commettaient des crimes. Je vous rappelle le contenu du paragraphe 328, 329 et 330, où nous vous montrons les recherches qu'il a effectuées ou fait effectuer à ce moment-là et plus tard aussi. Nous faisons valoir, et nous pensons que c'est là une conclusion acceptable pour vous, nous faisons valoir qu'il était raisonnable qu'il croit ce qu'on lui a dit à l'époque, vu le contexte, et que c'est bien une enquête, une recherche qu'il a effectuée. Vu le contexte, il était raisonnable qu'il fasse confiance au rapport qui lui avait été fait après cette recherche. Les facteurs de contexte sont tels qu'il était raisonnable qu'il croit ce qu'on lui disait. Vous trouverez ces éléments au paragraphe 369 dans les différents points qui y sont présentés, mais ceci est illustré aussi à l'annexe F de notre mémoire qui vous montre où se trouvaient ces unités sur la route. Au milieu du paragraphe 330, nous faisions une affirmation qui est, pour le dire brièvement, en fait, une affirmation factuelle qui découle des éléments que nous avons du dossier. Ce n'était pas une affirmation juridique où nous disons qu'il n'a pas l'obligation de faire ces recherches, car ces recherches, il les a effectuées ou fait effectuer. Pour être complet, je vous rappelle aussi, en plus des paragraphes 328 à 330, les paragraphes 336 à 338 qui vous montrent les autres enquêtes qu'il a diligentées et les autres explications qui sont montrées. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci. Maître Gosnell, est-ce que les juges ont des questions? Maître Joss, vous avez besoin de temps pour vous préparer? Apparemment pas. Your Honours, it's now our opportunity. Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner l'occasion de présenter les arguments au nom de Milan Guerrero. C'est moi qui vais commencer et Maître Gagovic me suivra. Puis je terminerai. Je dirais tout d'abord que des plaidoiries, c'était mon pain quotidien avant d'arriver à ce tribunal pendant 20 ans. Je pense que j'ai présenté littéralement des centaines de plaidoiries ou réquisitoires d'ailleurs, devant des
magistrats, des juges et des jurés dans des procès qui pouvaient durer 1 heure ou plusieurs mois. Des procès qui portaient sur tout un éventail d'allégations pénales, des plus graves aux plus sérieuses. Mon problème ici, c'est que je suis un peu rouillé, car je travaille depuis plus de 4 ans dans ce tribunal et au cours de cette période, je n'ai jamais eu à plaider de cette façon. Dans l'heure qui suit, j'espère que plaider, faire des plaidoiries, c'est un peu comme rouler en vélo. C'est qu'on oublie, qu'on n'oublie pas, ce qui est d'ailleurs confirmé par ma vie aux Pays-Bas. J'aimerais surtout, ici, en début d'intervention, non pas demander des excuses pour le fait que je ne suis pas tellement organisé, ce que tous ceux qui me connaissent savent, ni non plus parce que je ne suis pas tout à fait à la hauteur, parce que vous allez peut-être me trouver répétitif. Car je pense que le fondement même doit être réalité dans tout système pénal. C'est la charge de la preuve. En partie parce qu'il est difficile de perdre ses mauvaises habitudes, mais aussi parce que c'est un peu la pièce centrale, la clé de voûte de toutes les plaisanteries que j'ai représentées pendant toute ma carrière. Mais c'est aussi un élément qui mérite un examen assez long aujourd'hui. Et quelque part, je dirais que je me sens un peu comme Maître Ostojic, qui s'excusait un peu parce que il vous disait ceci: nous savons très bien que les juges connaissent parfaitement ce concept de la charge de la preuve. Je sais que vous avez toujours ceci à l'esprit, vous êtes des juges de métier. Il n'est pas nécessaire que vous receviez des leçons des avocats de la défense sur ce point capital. Mais le fait est, à notre avis, que même avec la meilleure volonté du monde, il n'est que trop facile de se tromper, si peu que ce soit, et de mal appliquer ce principe de droit capital. Nous avons entendu des réquisitoires et plaidoiries ces derniers jours et nous avons constaté ce fait. En quelques minutes, je voudrais mettre en exergue la facilité avec laquelle on peut se tromper. Et si vous me permettez de le faire, je voudrais reprendre diverses choses dites par les différentes Fauveau. Maître Fauveau, par exemple, il y a quelques moments à peine, vient de le dire, et je ne cherche pas à m'excuser du fait que je répète ce qu'elle a dit, que le 2 septembre, à la page 34-72, M. Taillère répondait et disait manifestement, vu la position que nous avons eue pendant le procès et dans d'autres mémoires, nous ne contestons pas le quasi-alibi de M. Miletic qui a dit avoir été à Belgrade du 7 au 11. Imaginons un instant qu'il a été prouvé, de façon hypothétique, que cela a été fait. Que voulait dire M. Taillère lorsqu'il a dit « nous ne contestons pas véritablement » C'est assez vague et obscur. Mais de toute façon, il s'est trompé. Il a dit « supposons que ceci a été prouvé ». Mais il est certain que M. Miletic n'a rien à prouver, encore moins un alibi. Deux pages plus loin, M. Taillère dit « il faut que vous laissiez de côté en ignorant une montagne de témoignages particulièrement contraignants pour parvenir à la conclusion que le bataillon néerlandais avait tant de carburant à l'époque. Nous disons qu'il a tort, la défense n'a pas besoin d'établir une telle conclusion. C'est le contraire qui est vrai. Vous n'avez pas à être satisfait et convaincu au-delà d'un doute raisonnable que la seule conclusion était que le bataillon néerlandais n'avait pas à sa disposition une telle quantité de carburant. À page 34083, M. Taillère, parlant du cas de mon client, dit
le mémoire Guerreau voudrait littéralement que vous croyiez que ceci donne l'impression, selon nous, que nous avons une charge, quelque chose que nous avons approuvé. Alors, soyons bien au clair, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, nous ne sommes pas en train d'essayer de vous faire croire quoi que ce soit. Le seul but de notre mémoire en clôture et de cette plaidoirie est de soutenir que l'accusation n'a pas réussi à s'acquitter de cette lourde charge. Si nous suggérons quoi que ce soit, c'est littéralement dans ce contexte. Le jour suivant, page 34181, M. Eldekin, s'adressant à la défense de Guerreau sur un point de fait concernant un meurtre opportuniste allégué, déclare « Il n'est pas raisonnable de tirer une conclusion quelle qu'elle soit ». Et là encore, nous suggérons que c'est le mauvais critère. La défense n'a aucune charge. Ils ne sont pas en train d'essayer de vous convaincre de tirer telle ou telle conclusion. Le 4 septembre, M. McCloskey parlant du cas de l'affaire de M. Borov-Chanin, déclare qu'il était rempli de conclusions déraisonnables. Là encore, nous suggérons que c'est le mauvais critère qui est appliqué, mais un peu plus bas, une ligne plus bas, il dit « Nous nous en tenons absolument, comme nous l'avons toujours fait, à la proposition juridique que s'il y a deux interprétations raisonnables concernant des éléments de preuve circonstanciels, l'une qui est en faveur de la défense et l'autre en faveur de l'accusation, la Chambre doit aller dans le sens de la version qui est en faveur de la défense. » Fin de citation. Maintenant, M. McCloskey donne l'impression qu'il s'agit là d'une sorte d'égalité dans un concours. Peut-être ne veut-il pas dire tout à fait ce qu'il dit, mais nous suggérons que ce qu'il dit induit en erreur et au mieux constitue une simplification de quelque chose qui est une question essentielle. À la page 34 239, M. McCloskey déclare la déduction que vient que vous fassiez. Fin de citation. Là encore, critères erronés selon nous, Monsieur le Président. Les seules déductions ou critères du point de vue de l'accusation, c'est que il n'y a rien de moins que la seule déduction sur laquelle vous puissiez agir en faveur de l'accusation. À ce moment-là, ça n'est pas une déduction que vous pouvez tirer contre l'accusé en l'espèce. Même mon éminent confrère M. Gosnell, Maître Gosnell, dans son tour de force de mercredi dernier, à la page 34 573, n'avait pas bien saisi, lorsqu'il a dit, la partie de la défense a l'obligation de s'acquitter de points de suspension. Bien entendu, la défense n'est pas censée s'acquitter de quoi que ce soit. Et pour finir, j'espère que vous m'excuserez, mais Maître Fauveau, nous suggérons qu'elle a également pas tout à fait n'a pas eu l'idée juste lorsqu'à la page 34 648, elle a dit il suffit, et là elle parle de la défense, que la défense présente des éléments de preuve qui démontrent qu'une autre possibilité est raisonnable. Eh bien, la défense n'a pas à présenter de telles preuves du tout. Maintenant, Monsieur le Président, ce sont peut-être des lapsus lingués, et dans certains cas, c'est bien ce qui s'est passé. Il peut y avoir une interprétation stylistique de ce type ou ce type d'erreur, mais nous suggérons que c'est indicatif de la façon de voir à quel point il est facile d'entrer dans une conception générale erronée quant à savoir ce qu'est exactement la charge ou le critère de la preuve et ce que veulent exactement dire les mots au-delà d'un doute raisonnable. Et lorsque l'accusation préconise, soutient que nous disons ces choses, peut-être qu'il n'envisageait pas tout à fait ce que voulaient dire ces mots et la portée qui s'applique à eux dans toute autre affaire. Mais je veux maintenant poursuivre, simplement parce que ceci convient bien à cette partie de ma plaidoirie. Je voudrais traiter d'une autre question analogue qui découle du mémoire en clôture de l'accusation et à laquelle il a été fait allusion sous une forme ou sous une autre, je pense à la fois par Maître Bourgon et par Maître Fauveau, dans des contextes légèrement différents. Mais en ce qui concerne Guerreau, page 1765 de ce mémoire, l'accusation déclare Guerreau
aurait participé à la rédaction de la directive 7. Fin de citation. Nous suggérons, Monsieur le Président, que les mots du rédacteur dans cette phase aurait rédigé, aurait préparé également cause la même impression. Les rédacteurs du mémoire en clôture de l'accusation sont des locuteurs natifs de l'anglais est leur langue maternelle, et ils auraient certainement pu dire que Guerrero avait participé à la rédaction de la directive 7, mais parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune preuve à l'appui de cette proposition, de façon subconsciente ou autrement, nous suggérons qu'ils ont dit would have, aurait. Et dans ce contexte, les mots would have ou aurait ne répondent pas à la nécessité d'aller au-delà d'un doute raisonnable. Nous faisons la même remarque en ce qui concerne le paragraphe 1760. Revenant où j'en étais resté il y a un moment, c'est un principe de base que l'accusé n'a pas approuvé quoi que ce soit. La présomption d'innocence veut précisément dire ce qu'elle dit. Elle ne signifie pas, elle ne m'excuse pas excusez-moi de présenter les choses de cette manière, mais l'accusation aurait le droit de dire de façon quelque peu émotive, ce sont des crimes terribles. Il y a un grand nombre de victimes qui exigent qu'elle soit faite justice. Les accusés en question ont un lien étroit avec l'armée qui a commis ces crimes. Regardez avec qui cet accusé est associé, et avec tout cela, terriblement, il y a des soupçons terribles, il y a anguille sous roche, appelez ça comme vous voulez. L'accusé doit être coupable, ou présenté d'une autre manière, à moins que l'accusé ne présente une description contraignante qui semble exacte, alors il doit être coupable. Monsieur le Président, nous suggérons que c'est trop facile de glisser dans ce genre de conception, de pensée, particulièrement dans un cas qui se centre autour d'une allégation qui, tout simplement, concerne le meurtre de milliers de personnes. Alors maintenant, excusez-moi, mais je voudrais un petit peu élargir ceci et regarder, dans ce cas particulier, les choses d'une façon légèrement différente. Et dans le cadre d'un jugement par un juge plutôt que par un jury. Parce que, comme vous le savez sans aucun doute, les jurys sont considérés comme sacro-saints dans de nombreux pays, mais même leurs partisans les plus forts devraient admettre qu'ils présentent un inconvénient très important et qu'ils ne donnent pas de motif du tout pour leur décision. Et donc, voilà, nous avons les parties à cette affaire, à la fois l'accusation et la défense, qui ont un avantage manifeste. Selon nous, les parties apprendront les raisons pour lesquelles une chambre de première instance est parvenue à ces différentes conclusions. Et bien entendu, ceci fournit également des sauvegardes importantes. Le jugement et ces différentes conclusions permettront aux parties de savoir comment le procès a été jugé, ainsi que quels étaient les autres éléments de preuve, mais bien entendu, de telles évaluations et conclusions particulières doivent se trouver dans le contexte de la charge et les critères de la preuve. Les parties seront en mesure de voir pourquoi un témoin en particulier, en tout ou en partie, a été retenu pour se fonder sur lui par la chambre de première instance. C'est un principe de base du système, qu'il y a là une bataille très inégale. Et je dis une bataille très inégale, entre guillemets, parce qu'elle pèse fortement en faveur d'un accusé, parce que, excusez-moi de redire une évidence, mais pour que vous vous fondiez sur ce que dit un témoin, un élément de preuve en faveur de l'accusation, il faut que vous soyez convaincu, au-delà d'un doute raisonnable, que l'élément de preuve ou le témoin était exact à cet égard. Bien entendu, se fonder sur ce que dit un témoin ou un élément de preuve en faveur d'un accusé, il est seulement nécessaire de voir qu'il y ait une possibilité raisonnable que ce qu'affirme la défense concernant cet élément de preuve est en fait exact. Nous suggérons qu'il est nécessaire d'être réaliste à ce sujet, parce qu'il s'ensuit que dans ce procès-ci ou dans un autre, il est tout à fait probable qu'il y aura un très grand nombre de questions que la chambre de première instance, dans ce jugement, ne sera pas en mesure de trancher. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Eh bien, sur une question quelconque, si la chambre de première instance conserve un doute raisonnable sur ce point, alors bien entendu, il faut qu'elle donne
à l'accusé le bénéfice du doute. Et donc, développant ceci complètement, et faute d'une meilleure expression, disons d'un point de vue adulte, ceci ne veut pas dire que, pour un instant, la thèse de l'accusation sur une question hypothétique serait fausse. Effectivement, elle pourrait être juste. À de nombreuses occasions, elle est probablement juste. Mais tout autant, ceci ne veut pas dire que la thèse de la défense sur un point particulier est juste ou probablement juste. Effectivement, elle peut être fausse ou très probablement fausse. Mais s'il existe un doute raisonnable, c'est ce qui doit toujours jouer en faveur de l'accusé. Nous aventurons jusqu'à dire que ceci laisse à la chambre de première instance un procès long, compliqué, avec des difficultés de façon réaliste. Le désir et certainement la tentation dans un jugement est d'essayer d'avoir une série de constatations de faits, de façon à ce qu'en effet on puisse dire que tel ou tel chef d'accusation ou tel compte-rendu historique de ces événements, à ce moment-là, s'adapte à l'accusé et place l'accusé dans le tableau. Mais nous voudrions suggérer que ça n'est pas comme écrire un rapport sur ces événements de la façon dont le NIOD néerlandais peut le faire, ou effectivement la façon dont le secrétaire général a pu faire un rapport. Ça n'est pas comme de rédiger un récit historique de la façon dont différents livres qu'on pourrait acheter dans un magasin pourraient rendre compte de cela. C'est en fait, nous le suggérons, beaucoup plus difficile et c'est bien davantage. Maintenant, Monsieur le Président, je me rends compte lorsque je dis ceci que je m'adresse à des juges qui ont l'expérience de rédiger les jugements de ce tribunal jusqu'à présent, mais néanmoins, je voudrais insister sur ces idées. Le problème, selon nous, c'est que la nature du système au TPI, au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en fait, est tout à fait hostile à ce type d'établissement des faits, et hostile parce que tout fait, et nous voulons dire littéralement tout fait établi, il faut que vous soyez satisfait, convaincu, au-delà tout doute raisonnable, que l'accusation l'a prouvé. Et ceci est en fait très improbable dans de nombreux cas discutables, sur de nombreux points discutables. Le bon sens tout simplement dicte que vous allez vous retrouver dans le doute. Et vous allez donc dire, eh bien nous pensons que ceci a probablement eu lieu, ou oui, ceci a été prouvé d'après l'équilibre des probabilités, mais nous voulons accepter qu'un doute raisonnable a été évoqué, que les choses ne sont tout simplement pas claires, et que du point de vue d'un jugement pénal, ce qui s'est passé sur ce point précis ou sur ce fait, et sans m'attarder encore sur ce point, bien entendu, ce n'est pas une coïncidence que les deux verdicts que vous pourriez rendre en ce qui concerne n'importe quel chef d'accusation de ce document, en ce qui concerne n'importe quel accusé, pour savoir s'il est coupable ou non coupable, c'est-à-dire pas coupable et innocent, c'est bien sûr, ce n'est pas une coïncidence. Maintenant, nous pensons que ces conclusions ne sont pas du tout agréables. Je soupçonne que quelqu'un pourrait dire qu'elles sont désagréables à l'extrême, parce que non seulement ça laisse les choses dans les limbes, ça laisse la possibilité aux tribunaux, aux juridictions, de faire des conclusions qui sont très probablement exactes, mais qui n'ont pas été prouvées au niveau du critère voulu, et ceci a toutes sortes de répercussions pour les victimes qui n'obtiennent pas la justice qu'ils méritent, les conditions politiques, les considérations que nous connaissons tous, et je continue, excusez-moi de l'avoir dit, ceci conduit probablement des personnes qui sont probablement coupables de crimes extrêmement graves, en fait, de repartir en toute liberté. Maintenant, à moins que quelqu'un ne pense que je suggère un moment que tel est le cas en ce qui concerne l'un quelconque des accusés qui se trouve actuellement dans le box, ce n'est pas ce que je suggérais. Ce que je dis, c'est entièrement théorique, mais ça s'applique tout également à tous les procès soumis à ce tribunal, et je pense également à bien d'autres juridictions. Et j'ai eu du mal à donner des exemples précis, si ce n'est les erreurs de certains des avocats, les conseils au cours des dernières journées. Mais j'ai dit il y a un moment que ces conclusions sont théoriques, ces considérations sont théoriques. Il peut arriver qu'elles soient également vraies et qu'elles soient au centre du système de la justice que vous avez reçu la lourde responsabilité d'administrer. C'est une lourde charge à laquelle vous avez à faire face, et entre autres choses,
qui est de rendre une justice appropriée en appliquant la charge de la preuve selon les critères de la façon qui convient. La première section de ma plaidoirie, j'ai commencé en disant que je n'avais pas fait de plaidoirie finale depuis 4 ans. C'est peut-être vrai, mais il y a une chose que je me suis prouvé à moi-même, c'est que les vieilles habitudes ont du mal à mourir parce que je n'aurais jamais eu le courage, comme diraient certains, je n'aurais jamais eu la hardiesse de m'adresser à un jury de la façon dont je le fais maintenant et de les regarder les yeux dans les yeux et de leur dire ce que je viens de vous dire. Nous suggérons que ça, c'est l'avantage d'avoir des juges professionnels, l'avantage, un des aspects les plus importants de ce système de justice criminelle et nous l'espérons, ceci sera reflété à la fois dans vos délibérations et dans votre jugement. Maintenant, en partant de cela, j'ai également fait une allusion à l'incidence de ce que je viens de dire par rapport à un témoin. Apprécier la crédibilité d'un témoin est une partie essentielle de votre tâche. À l'évidence, la charge ou les critères de la preuve est ici essentiel, vital. J'ai déjà fait quelques références à cela. Si l'accusation se fonde sur une affirmation, sur un élément de preuve présenté par un témoin, en particulier si ceci n'est pas étayé par d'autres éléments de preuve, à ce moment-là, vous ne pourrez agir qu'au détriment, vous ne pourrez décider en vous en servant qu'au détriment de l'accusé si vous êtes convaincu, au-delà d'un doute raisonnable, qu'elle est véridique et exacte. Comme je l'ai déjà dit, le contraire n'est pas vrai. Je ne répéterai pas ce point. Maître Bourgon vous a présenté le dilemme à cet égard. Vous l'a présenté très bien. Nous suggérons à page 34 486, ligne 4 à 15. Dans un procès tel que celui-ci, le problème qu'il expose est particulièrement aigu parce qu'un certain nombre de témoins dont la crédibilité est mise en question même par l'accusation, l'accusation vous a à juste titre mis en garde, à la fois dans leur première plaidoirie ou dans leur réquisitoire sur la façon dont certains témoins en l'espèce doivent être traités avec le plus grand soin. L'accusation, comme je l'ai dit, ont déjà fait remarquer, je ne m'excuse pas de le répéter, je veux simplement répéter à la Chambre qu'il n'y a il n'y a pas exactement une égalité, un niveau pour ce qui est d'évaluer ces témoins. La défense a l'énorme avantage pour les raisons auxquelles j'ai déjà fait allusion. Un exemple pratique de cela, je pense que Maître Bourgon en a traité, et dans une certaine mesure, il m'a, si je puis dire, coupé l'herbe sous le pied parce qu'il a traité des affirmations ou présentations ou arguments présentés par M. Mitchell lorsqu'il traitait de l'affaire Popovich, page 34 151, en ce qui concerne le témoin Hachimovic. Alors, à l'évidence, ce témoin n'avait absolument rien à voir avec le procès du général Guerrero, et là encore, je prends ceci simplement comme un bon exemple de ce que je veux dire. La difficulté est que, pour la Chambre de première instance, c'est qu'il y a un témoin tel que Hachimovic, c'est de déterminer les faits et les distinguer de la fiction. La difficulté est d'autant plus difficile si vous devez utiliser ce qu'il dit contre l'accusé. Et vous allez devoir être convaincu au-delà d'un doute raisonnable que ce qu'il dit est vrai, tandis que le contraire, bien entendu, n'est pas vrai. Et j'ai déjà répété plusieurs fois cet aspect. Maintenant, M. Mitchell, en toute justice, poursuit son argumentation et fait quelques tentatives pour expliquer pourquoi Hachimovic est fiable sur le problème en question. Et je ne vais pas entrer là-dedans, mais c'est vraiment très rare. C'est peut-être le seul exemple en l'espèce dans lequel mon éminent confrère, qui était dans la partie adverse de cette salle d'audience, n'a pas réussi à vous aider de cette manière. Ça a été un échec lamentable. On vous a laissé dans un doute complet, dans le désarroi pour ce qui était d'évaluer les intérêts en conflit et en contraste de ces témoins particuliers. À cet égard, je mentionnerai un commentaire de Maître Bourgon, en fait à la même page 34 866, où il dit ceci: nous avons confiance que la Chambre de première instance n'aura aucune difficulté à identifier quels sont les témoins crédibles et fiables entre eux, au milieu d'eux. Maintenant, Monsieur le Président, avec tout le respect, ce que je veux dire, nous avons absolument aucun doute, à savoir
nous, la défense de Guerrero, que vous allez faire de votre mieux à cet égard, mais nous ne partageons pas vraiment la confiance de Maître Bourgon. Ça n'est pas que nous n'ayons pas confiance en vous, parce que la même chose s'applique pour toutes les juridictions de fait, tous les tribunaux, mais la réalité est souvent très difficile à discerner lorsque quelqu'un dit la vérité, lorsqu'ils ne la disent pas, lorsqu'ils mentent et lorsqu'ils sont essayés en quelque sorte de finasser. Alors, ceci me rappelle une histoire. Je me rappelle être allé au tribunal avec des étudiants. C'était un tribunal dans lequel les parties en cours avaient donc permis à un juge relativement âgé de s'adresser aux étudiants. Il avait dit j'ai appartenu au barreau pendant 25 ans et au tribunal pendant 25 ans. Et ce qui me déprime après tout ce temps, c'est que je n'arrive toujours pas à discerner si quelqu'un dit la vérité. Fin de citation. C'est une petite anecdote, excuse-moi si je donne l'impression de témoigner, mais ça n'est rien de plus que dire l'évidence, parce que ça illustre les difficultés qui, selon nous, auxquelles vous avez à faire face, plus particulièrement dans une affaire comme celle-ci, où les témoins ont des motifs tellement divergents et différents pour dire la vérité ou pour mentir, et dans laquelle, ou quelque chose entre les deux, comme j'ai déjà dit. Maintenant, j'ai fait un certain nombre de remarques un peu plus tôt en ce qui concerne les juges professionnels et l'avantage que ça représente pour un accusé. L'un de ces avantages, c'est que nous avons confiance lorsque vous dites dans votre jugement que vous êtes convaincu, au-delà d'un doute raisonnable, que le témoin A dit la vérité, et vous allez le dire pourquoi. Vous êtes convaincu que ce témoin est véridique à cause de X, Y et Z comme éléments. De cette manière, un accusé sait précisément pourquoi un élément de preuve concernant un témoin donné ou une affirmation par un témoin a été utilisé pour se fonder dessus, et en plus particulièrement, ceci s'applique bien entendu si vous choisissez de retenir la déposition d'un témoin particulier, avec cette possibilité cette méthode de choisir que l'accusation vous invite à utiliser en ce qui concerne un si grand nombre de témoins qu'ils ont cités à barre. Maintenant, pour cette application en particulier à un témoin dans l'affaire Guerrero, il s'agit du général Milovanovic. À la fois l'accusation et la défense de Guerrero, dans différentes parties de leur mémoire, se fondent sur lui fortement. Paragraphe 55 de leur mémoire, l'accusation dit que Milovanovic était évasif et moins que franc. En ce qui concerne la directive 4 plus tard, ils disent que ce document l'aurait incriminé. Et enfin, ils disent ces éléments de preuve devraient être inaudibles sur ce point. L'accusation, dans son mémoire, abonde en références où on se fonde sur lui. Autant que nous avons pu le comprendre, il y a eu 61 références de ce genre sur ce sur quoi la Chambre de première instance devrait se fonder par rapport à ce qu'il disait. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas un mot de l'accusation sur la façon dont vous devriez apprécier ceci, comment vous devriez traiter ces dépositions, pourquoi il est fiable en ce qui concerne ces 61 références, mais pourquoi il ne l'est pas en ce qui concerne la directive 4. Il n'y a rien qui puisse vous aider à cet égard. Et, je vais le redire encore une fois, la défense peut, en quelque sorte, avoir les deux avantages. En ce qui concerne ce point, la défense est en droit de dire oui, nous avons. Bon, il dit quelque chose qui est peut-être vrai, quelque chose qui est une possibilité raisonnable que ce soit vrai. Nous nous fondons là-dessus. Vous agissez en faveur du défendeur. Si en revanche c'est mauvais pour l'accusé, alors à ce moment-là, il faut appliquer la question de au-delà du doute raisonnable et qui montre que cela est vrai. Nous pouvons avoir le beurre et l'argent du beurre. Et c'est pour ça que nous vous invitons à y penser lorsque vous délibérez. Le général Milovanovic est tout à fait comme tout initié serbe, pour ce qui est d'utiliser cette expression peut-être déplaisante, mais qui nous permettrait de façon commode de savoir de quel type de témoins nous parlons. Nous suggérons que tous ces témoins doivent être traités, pour reprendre les termes de l'accusation à partir du paragraphe 5 de leur mémoire, avec la plus grande prudence. Je devrais dire en passant que l'accusation
a en fait assez bien fait la même chose dans son réquisitoire final. À la page 34 060, ils ont dit qu'il était non fiable, et à 3 autres occasions, il dit qu'il se fiait à son témoignage. Mais comme je l'ai déjà dit, ça ne vous aide pas du tout sur la façon dont vous devriez apprécier ceci et comment vous devriez en traiter. Maintenant, pour dire l'évidence, et je vais brièvement le faire, Milovanovic était d'un accord commun le deuxième officier, le second officier le plus élevé en grade et le plus puissant dans la VRS, pour des raisons que d'aucuns pourraient avoir du mal à jauger. Il a évité l'accusation. Il avait toute motivation de faire passer le blâme de façon subtile ou autrement à ses subordonnés, y compris Gvero. Il avait tous les motifs pour essayer d'obscurcir et fondamentalement d'éviter la vérité. Pourrais-je, avant de quitter ce point, juste mentionner encore une chose qui est quelque peu différente mais qui est connexe. Je ne vais pas réexaminer par rapport aux témoins qui, selon nous, rentrent dans la même catégorie, disons-nous, que le général Milovanovic, mais en faisant votre appréciation de certains de ces autres témoins que nous décrivons comme des initiés serbes, veuillez, s'il vous plaît, être particulièrement prudent en ce qui concerne certaines questions supplémentaires très longues qui ont eu lieu en 2007 pour leurs propres témoins par l'accusation. Et s'il vous plaît, gardez à l'esprit que ces questions supplémentaires et leurs réponses à la lumière de la décision de la Chambre d'appel du 1er février 2008 intitulée « Décision en appel contre la décision de révocation d'un témoin d'une partie », la Chambre d'appel a déclaré que ceci était faux. Et gardant à l'esprit ces questions supplémentaires qui ont été menées selon vos directives, il faut traiter ces passages avec une politique particulièrement prudente et voir ces questions supplémentaires. Bon, maintenant, je sais que vous avez décidé contre nous en l'espèce, mais les éléments de preuve sont très importants lorsque vous aurez à les apprécier.